bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR. J'ai repris mon intro classique parce que j'ai fait ça en pilote automatique. Shai, la nuit dernière, il y avait le choc entre Cleveland et Boston et tu avais vu juste, ce sont les Celtics qui ont arrêté la série de victoires des Cavaliers. 15 victoires de suite pour Cleveland, le choc au sommet qui tombait pile au bon moment pour la NBA, match de NBA Cup à Boston. 3 absents, 3 forfaits quand même, un peu de dernière minute du côté des Cavaliers. On l'avait aussi un peu senti venir ce côté de on veut qu'il y ait un choc, mais en même temps, je sais pas si tu as remarqué, les équipes aiment rarement s'affronter à pleine puissance en saison régulière. C'est normal, elles veulent pas dévoiler des indices avant les playoffs. Ouais, mais au final, ça devient presque de la paranoïa. C'est que t'es absolument. Et je pense c'est même pas juste dévoiler des indices. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'avantage psychologique. Si tu es à pleine puissance, que tu arrives et que tu te fais taper, tu vois, tu sais que tu peux déjà toi, te sentir mal en mode, on était tous là, on a perdu, et tu veux pas donner, je pense, un espèce d'avantage psychologique à l'adversaire. Bon, en tout cas, les deux équipes ont quand même joué le match. Il y avait la plupart des joueurs majeurs. Victoire des Celtics 120-117. Les Celtics qui ont globalement bien maîtrisé leur sujet. Ils ont juste été rattrapés quand même. C'est ce qu'il faut mettre au crédit des Cavs, c'est que même si on a vu la supériorité de Boston, je trouve, sur l'ensemble du match quand même, comme on pouvait s'y attendre, les Cavs ont eu le mérite de revenir dans la rencontre. Ils ont quasiment effacé 21 points de retard. Et sur la fin, c'était encore relativement serré. Il y avait la possibilité de raccrocher. Mais je ressors du match avec, pour moi, mes deux enseignements, c'est Boston. Voilà, Boston à pleine puissance, on va dire, à domicile dans un match qu'ils doivent gagner pour un peu marquer les esprits. Ils le font sans problème, ils sont au rendez-vous. Donc ça, il y a pas, avec Tatum qui a été très bon, qui a beaucoup marqué, qui a fait des rebonds, qui a pris des rebonds, qui a fait des passes. 33 points, 12 rebonds, 7 passes, 2 interceptions. Voilà, il a fait le match qui était attendu de lui, le match d'un leader dans un match de cette envergure-là. Et pour les Cavs, je tire quand même encore des enseignements positifs parce que ça aurait pu partir en route ce match. Quand ils étaient autour des 20 points, ça aurait très bien pu décoller encore plus. Et ils ont encore eu le courage, le mental pour que le match reste un match serré et disputé, avec Donovan Mitchell qui a été bon, Evan Mobley qui a été assez bon aussi, je trouve. En fait, tu te rends compte que les Cavs, dans mon souvenir, c'est toi qui as le box score sous les yeux, mais dans mon souvenir, ils sont pas si loin que ça des 50% d'adresse, alors qu'ils ont Darius Garland à 3 sur 21. C'est ça, voilà, c'est donc, exactement ça. lui est complètement passé à côté au niveau de l'adresse. Il a été bien défendu. Il a été bien défendu par Jrue Holiday. Voilà, c'est bon, pléonasme. Mais voilà, tu te dis qu'ils ont quand même globalement été très adroits, alors que l'un de leurs meilleurs attaquants était à 3 sur 21. Leur banc a été extrêmement adroit. Les joueurs du banc des Cavs ont eu un très très bon passage qui a ramené Cleveland dans le match. Au moment où je pense que du côté des Celtics, on s'est aussi un peu relâché en faisant jouer Peyton Pritchard, Sam Hauser, Ketia sur de plus longues minutes. Et c'est un peu ça aussi qui ramène Cleveland. Il y a 35 points de Donovan Mitchell, mais il manque d'adresse sur le match. Et tu sais, on parlait dans le podcast sur Cleveland de l'adresse à 3 points, notamment des Cavs, que ça ne durerait pas. Garland, il fait 0 sur 6. Mitchell, il fait 3 sur 11. Et au total, Cleveland, 10 sur 29, tu vois. Il y a ça, voilà, face à la bonne défense des Celtics, il y a eu après, les Celtics, eux, ont été très, très adroits à 3 points. 22 sur 41. C'est une de leurs forces. Le 5 majeur des Celtics a quand même globalement assez nettement dominé celui des Cavs. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même le 5 majeur des Celtics reste le plus fort de la ligue. Jason Tatum est clairement le leader de cette équipe. Je pense que là, maintenant, à un moment, il faut quand même reconnaître les choses. C'est le leader de cette équipe. Et tout le monde a été bon autour, que ce soit Derek White, que ce soit Al Horford. 5 majeur des Celtics, qui est d'ailleurs pas tout à fait le vrai 5 majeur, vu que Kristaps Porzingis est toujours blessé. Mais il va reprendre avec la J-League, donc il devrait pas tarder à revenir, peut-être au cours du mois de décembre. Et Boston, voilà, l'a emporté. Cleveland reste en tête de la conférence Est. On verra laquelle de ces deux équipes terminera première. Je pense que on peut déjà quasiment acter que ça va jouer entre ces deux équipes, même s'il reste beaucoup de temps. C'est bien parti en tout cas. Ouais. Et puis ce sera qu'à charge de revanche. Il y aura d'autres matchs de toute façon entre Boston et Cleveland cette saison. On verra si Cleveland arrive à en prendre quelques-uns dans le lot. Le challenge maintenant, ce qu'on va surveiller pour Cleveland, c'est comme pour toutes les équipes qui ont une fin de série après une série aussi exceptionnelle, c'est comment ils vont réagir après ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décompression, quelque chose de cet ordre-là? Je sais pas si tu as leur calendrier sous les yeux pour voir un peu comment ils
quels adversaires ils affrontent derrière, mais Ils ont New Orleans. Je sais qu'ils ont New Orleans là tout de suite dès ce soir. Bon, ça peut. En back-to-back. Bon, ça peut aider. Je sais pas si Zion revient dès ce soir. Il est censé être sur le retour, mais les Pelicans ils sont aussi en back-to-back d'ailleurs. Ils ont aussi pris une tôle. Cette nuit, on en parlera après, j'imagine. Voilà. Yes. Et par contre, après New Orleans, j'ai pas checké. Mais t'as raison, la série s'arrête. Il y a peut-être même un peu de pression qui s'en va, tu vois. T'es en train de marquer l'histoire. Ouais. Ça y est, on va arrêter de parler. Tout ne va plus tourner. En tout cas, les Cavs ne seront pas le centre d'attention médiatique au niveau de cette série en cours. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur jeu. Et il faut vite relancer la machine. Je te propose qu'on enchaîne avec le carton de la nuit. Carton individuel de Dalton Connect. Victoire des Lakers contre le Jazz 124-118. 37 points du rookie Dalton Connect. 12 sur 16 au tir. 9 sur 12 à 3 points. Et surtout, il a mis 5 paniers à 3 points en 3 minutes. C'est un coup de chaud comme on a rarement vu. Le Jazz défendait en zone, a voulu rester en zone. Dalton Connect a fait éclater la zone avec 37 points, je l'ai dit, et un paquet de paniers à 3 points. Est-ce que tu as vu la quote de Will Hardy après le match? Non, il m'a tué. Je trouve que c'était la meilleure punchline, même si c'est contre sa propre équipe. Mais il a dit, alors je vais paraphraser, mais il a dit tous les gens qui étaient à la salle savaient que le prochain ballon serait pour Connect au moment où il était vraiment chaud, au moment dont tu parlais. Tous les gens qui étaient à la salle savaient que le prochain tir était pour Connect. À part quelques personnes, le problème c'est que les quelques personnes c'était les joueurs de notre équipe. Voilà. Donc en gros, vous avez pas fait le taf, vous avez pas assez compris que le gars était totalement chaud et qu'il fallait peut-être essayer de faire quelque chose sur lui. Voilà. C'est un peu ironique, sachant qu'il aurait pu aussi changer le schéma défensif de son équipe. C'est possible. Après, je sais pas ce qui s'est dit pendant les temps morts. Est-ce qu'ils avaient des missions, une mission spécifique sur lui qu'ils n'ont pas remplie? Mais il était un peu fâché, Will Hardy. Après, c'est pas vraiment une zone en vérité. Ils sont passés aussi en Indie vraiment, mais oui, bref. En tout cas, tout ça pour dire que oui, le Connect, on le sentait venir. D'ailleurs, quand il revient sur le terrain, il y a une espèce de standing ovation de la salle qui veut absolument le voir à 3 points. Le public des Lakers, c'est un des plus calmes de la ligue. On sait, comme d'habitude, c'est beaucoup de touristes, beaucoup de célébrités. Et du coup, c'est pas forcément là où il y a le plus d'ambiance. Par contre, dès que Connect, il avait la balle, tu sentais que ça commençait à s'enflammer. Il est pas passé loin de mettre son 10e 3 points. Et il est du coup, bon, il a pas mis le 10e, mais il est quand même co-détenteur du nombre du record de panier à 3 points pour un rookie. Et c'est marrant parce que quand tu regardes le nom parmi les autres qui ont ce record, il y en a un très récent, Keyonte George l'année dernière a mis 9 paniers à 3 points. Si on recule un peu, il y a Yogi Ferrell qui jouait aux Mavs, un peu improbable d'ailleurs. Yogi Ferrell 2017. Je me souviens de lui, mais j'aurais jamais pensé qu'il ait mis 9 paniers à 3 points. Contre Portland, je crois, il fait un match avec 9 paniers à 3 points, il finit à 32 points. Et en 2010, il y a 14 ans, un autre joueur des Mavs, Rodrigue Beaubois, lors de son match à 40 points, qui était sur sa saison rookie, qui avait marqué 9 paniers à 3 points aussi. Donc Dalton Connect est co-détenteur maintenant d'un record NBA avec Rodrigue Beaubois, ce qui est assez marrant. Et Dalton, ouais, c'est clair. Et Dalton Connect est sur une belle série. Il est vraiment en train de monter en puissance. Il est en train de gagner sa place dans la hiérarchie, dans la rotation de J.J. Redick. Il est de plus en plus utilisé. Je pense que ça va pas s'arrêter. Il était leur meilleur remplaçant. Maintenant, il va être titulaire. On verra au retour d'Hachimura, mais je pense que Hachimura peut prendre la place peut-être de Cam Reddish et peut-être que Dalton Connect restera dans le 5. On verra quelle sera la décision prise par Redick. Mais du coup, là, sur les 4 derniers matchs, il est à 24 points, 67% au tir, 67% à 3 points. Donc, immense, ça c'est sur les 4 derniers matchs. Sur les 6 derniers, parce que Los Angeles est sur 6 victoires de suite, sur ces 6 victoires, Connect il est à 17 points, 59% au tir, 57% à 3 points. Et sur l'ensemble de la saison, il est à quasiment 11,3 points je crois par match. J'ai plus les pourcentages exacts, mais ils sont très élevés. Il est à plus de 48% au tir, il est à plus de 40% à 3 points. On a tout simplement l'un des meilleurs rookies et sans doute l'un des grands favoris pour le trophée de rookie de l'année. Si ça continue comme ça et qu'il a un scoring régulier dans une équipe qui est performante, parce que tu l'as dit, les Lakers sont sur 6 victoires de suite, ce qui je crois leur était pas arrivé depuis l'année du titre dans la bulle. Il est clairement parmi les prétendants. Il était un peu en mention honorable jusque-là, mais là l'enchaînement des matchs et des grosses perfs. Après, est-ce que c'est très surprenant de voir c'est un truc auquel, par contre, on pouvait s'attendre. On savait pas trop à quoi s'attendre avec J.J. Redick, mais qu'un gros shooter qu'il arrive à
à donner confiance à un gros shooter, à donner des minutes à un très gros shooter, ça me surprend pas trop vu le profil du joueur qu'il était. Et je vais aller plus loin, je vais te dire, c'est pas si surprenant que Dalton Connect soit bon. C'est un mec de 23 ans, il a été à la Mhm. fac. Combien d'exemples il faudra pour que les franchises commencent à se dire, ah, mais finalement, 23 ans, c'est que 2 ans de plus. Mhm. Tu vois, bien sûr, ça peut paraître beaucoup à l'échelle d'un prospect, c'est conséquent à l'échelle d'une carrière, mais t'es encore. Regarde Damien Lillard, combien de personnes se souviennent qu'aujourd'hui, Damien Lillard, au final, n'était pas un freshman ni un Mhm. sophomore quand il est arrivé en NBA. On n'a pas l'impression qu'il a perdu des années, tu vois. Et c'est devenu une méga superstar. Dalton Connect, je pense pas qu'il deviendra une méga superstar. Bien sûr qu'on se dit que le joueur qu'il est aujourd'hui, mais en fait, il va progresser. Les mecs progressent, même à 23 ans, tu continues de progresser Ouais, bien et sûr. tu peux développer d'autres aspects de ton jeu. Son profil à la fac, c'est pas forcément juste le profil qui le rend NBA. On va savoir, peut-être que Dalton Connect sera meilleur ballon en main dans les prochaines années. Et voilà, je dis ça parce qu'il a quand même été drafté en 17e position et là on est sur le style de la draft, quoi. Juste devant lui, ironiquement, c'est Jared McCain. Mhm. Alors, j'ai revu un peu Ouais, parce que la LeBron a dit il y a 16 équipes qui se sont trompées, comment c'est possible, je vous l'avais dit. Donc après, c'est vrai qu'il faut regarder un peu dans le détail et peut-être faudra regarder avec un peu plus de recul, parce que là, c'est très très immédiat quand même. Ouais, je n'irai pas jusque-là parce qu'en fait, je comprends quand même certains choix. C'est-à-dire que, bon, Zachary Rizaché, Alex Hart, t'es en train de reconstruire ta franchise. Bon, tu vois, Mhm. t'es sur d'autres profils. Rich Shepard, je suis peut-être là où il y a potentiellement débat parce que Houston est une équipe qui veut gagner. Houston aurait bien besoin d'un shooter. Mais quelque part, tu vois, Fred VanVleet, il est un peu vieux. Tu te dis, Rich Shepard, ça va être un excellent jeune garde, tu vois, et lui aussi s'était shooté. Bon, pourquoi Il pas. n'a pas lancé sa carrière encore, ça, c'est pas encore. Voilà. Peut-être que ça sera un choix, un flop, mais j'arrive à comprendre l'idée. Pour les Spurs, Stephen Castle pour ce qui est de l'avenir, je comprends. Ron Holland chez les Pistons, je comprenais moins vu que ça, par rapport au fit avec l'effectif, Connect serait excellent à Mhm. Détroit. Euh, voilà, les Pistons, peut y avoir débat, mais on verra. Ron Holland n'a pas été forcément mauvais sur ses débuts, mais il est un peu discret. Mais vraiment, Connect aurait été excellent dans cette effectif de Détroit. Tidjane Salin Hornets, pareil, tu te dis, après Salin, c'est intéressant, mais Connect, forcément, peut être un joueur qui aurait pu plaire aux Hornets. Pour les Trailblazers, j'aime bien Klingan, le fait qu'il est le pivot, ça va être le pivot du futur, même s'il y a déjà Ayton et Robert Williams qui seront tradés. J'aime bien Klingan. Bon, après, ça se défendait aussi pour Connect, mais bon, je comprends. Là, Minnesota avec Rob Dillingham en 8. Bien sûr que Connect, il leur ferait énormément de bien aux Timberwolves. Mais on sait que les Timberwolves, voilà, Mike Conley prend de l'âge et à un moment, Mhm. ça peut attendre d'avoir un jeune. Voilà, peut-être que Connect fera des meilleures carrières que tous ces gars-là, mais j'arrive à comprendre ce recul. Zach Edey au Grizzlies, je comprends. Le Jazz, Cody Williams, prendre un mec qui est pas prêt, bah, je comprends. De toute façon, c'est l'objectif, c'est pas de gagner. Pour les Bulls, un peu pareil, même si je pense que Connect, par rapport à À Buzelis. Buzelis, ouais. Mhm. Et là, 12 Thunder, bah bien sûr, Connect, là, tu mets dans l'effectif de Kessie, tu te dis, waouh, encore un mec. Mais quelque part, justement, ils n'ont pas besoin d'un mec de plus. Donc prendre Nikola Topic, qui est blessé, qui reviendra peut-être plus tard et qui permettra éventuellement d'allonger encore la fenêtre de tir du Thunder si jamais il y a un vrai talent qui se développe dans quelques années, je comprends. Les Kings, Devin Carter, on peut pas trop juger Pas joué encore. Ouais. parce qu'il n'a pas joué. Bob Carrington qui est à Washington, bah, je comprends aussi finalement. Miami qui prend Kelly Ware et qui prend pas un shooter. Il y a déjà Tyler Hero, Duncan Robinson. Tu vois, à un moment, bah ouais, tu prends un pivot, ça se tient. Puis après, c'est Jared McCain. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait 16 équipes qui se soient trompées. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui effectivement auraient pu faire un autre choix. Mais c'est un super style pour les Lakers, quoi, au final. Il est très bien pour les Lakers. En tout cas, le fit est bon. Il remplit Ah, le des fit est besoins bon. qu'ils ont. Avec le C'est une certitude. Pour ça, avant de dire il y en a plein qui se sont gourés, on le dira peut-être à la fin de la saison, hein, ou un peu plus tard, quand on se repenchera sur la draft. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est le côté positif, c'est que les Lakers se sont pas trompés en le prenant. Et pour l'instant, en lui donnant de plus en plus de responsabilités, quoi. Ça se passe bien avec LeBron, avec Anthony Davis. Voilà, c'est l'essentiel. Et puis, les Lakers tournent pas mal après avoir eu un petit coup de moins bien. On a eu peur pour Anthony Davis qui commençait à avoir des petits problèmes de santé. Là, écoute, tout roule pour l'instant. Ouais, troisième à l'ouest d'ailleurs. Dallas a battu New Orleans, a écrasé New Orleans 132 à 91.
Pareil, Dallas c'est aussi sur une petite série de victoires sympathiques. C'est la 3e de suite. Luka était de retour. Il a fait 26 points, 5 rebonds, 5 passes en étant adroit. 19 points pour Klay Thompson qui a aussi été adroit. Puis le banc qui a marqué énormément de points parce que Jason Kidd a pu faire tourner. De toute façon, New Orleans, c'est open bar. Tu viens, tu gagnes, tu repars. Les Pelicans sont à 4-11. Alors ils ont plein d'absents. Mais clairement, c'est pas ce début de saison qui va me faire changer mon fusil d'épaule sur Brandon Ingram. Je te dis tout de suite, ça fait plusieurs années que je crois que moi je suis en mode non mais c'est pas le joueur que vous pensez qu'il est. Et clairement, il est pas en train de faire le début de saison de sa vie, Brandon Ingram. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même un joueur qui a un statut d'ancien All-Star. C'est un joueur qui est pas âgé, c'est un très fort talent offensif. Donc tu te dis là, même avec les énormes galères qu'ils ont au niveau des blessés, il y a des équipes qui, avec un joueur comme ça, c'est quand même censé être le numéro 2 de l'équipe, quoi. C'est la deuxième option, ça pourrait presque, même dans le meilleur de ce qu'il a montré par le passé, je pense que ça peut même être un 1 bis, tu vois, dans un autre registre que Zion. Il a déjà été la première option de moment où ils vont en playoff, hein. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant sans doute pour les fans des Pelicans de voir il met ses points, mais il n'y a pas énormément d'adresse. Il porte pas l'équipe, quoi. En fait, c'est ça, ces stats, elles sont bonnes, tu vois. Ces stats sur la saison, même ses pourcentages sont même pas trop dégueux, tu vois. Sur la saison, il a 23 points, 46%, 37% à 3 points. Et il a 6 rebonds et quasiment 5 passes. Mais comme tu l'as dit, il porte pas l'équipe. En fait. Non. Il y a pas Après, bon, encore une fois, autour de lui, il y a Brandon Boston Jr., Javonte Green, qui font pas des mauvais matchs, tu vois. Yves Missy, le rookie, Trey Murphy, et puis le banc, je t'en parle même pas, c'est quand même une équipe des Pelicans qui est sacrément limitée, mais il n'y a pas une atmosphère. Après voilà, avec New Orleans, on a vu d'un coup ça peut passer d'une équipe très forte à une équipe très faible, mais là ils sont 14e à l'ouest, quoi. Il n'y a que le Jazz qui fait pire. Ouais, il va falloir est-ce que le retour de Zion suffira? Est-ce qu'il arrivera à enchaîner les matchs? Ouais, on verra. C'est un peu bizarre ce qui se passe sur New Orleans depuis un moment. Denver s'est relancé, s'est repris en battant Memphis 122-110. Jamal Murray s'est réveillé, 27 points, 6 passes pour Jamal Murray, 24 points, 11 rebonds pour Michael Porter Jr. Et surtout 12 points, 10 rebonds, 14 passes pour Russell Westbrook. 200e triple-double en carrière. Il est le premier joueur à atteindre ce palier des 200 triple-double. Ouais, impressionnant quand même. Surtout après les différentes dernières étapes de sa carrière où c'est un peu plus compliqué. Il a son spot à Denver. Denver qui, sans Jokic, a réussi à gagner un match, ce qui est déjà une bonne chose. Après, je suppose qu'il va revenir bientôt, parce qu'apparemment on nous a dit que c'était pour des raisons de paternité. Logiquement, il va revenir. Et on est sûr de ça, c'est vrai qu'on nous a dit ça dans la late session. Bah ouais, on nous a dit ça, faudrait qu'on vérifie avant de balancer ça, t'as raison. Mais il y a toujours marqué... normal d'absence pour la paternité. Ouais, c'est vrai qu'il y a marqué raison personnelle, donc on vérifiera. En tout cas, il n'est pas là pour l'instant. Et sans lui, les Nuggets galéraient, et là, ça fait du bien de prendre un match... De prendre un match comme ça avec un bon Michael Porter Jr., Murray qui se réveille un peu, comme tu as dit, et Westbrook les triples-doubles. Voilà. Il a quand même raté 3 matchs de suite, Jokic. Oui, c'était le troisième là. Ouais, pour paternité. Après, c'est peut-être, il y a peut-être un accouchement difficile, mais bon, non. Ouais, voilà, c'est ça, je me suis dit aussi. Mais on sait pas en fait, je sais plus, on nous a dit ça, mais faudrait qu'on vérifie. J'ai pas l'impression qu'on sache pourquoi. Ok. J'ai pas l'impression que la raison est futée, mais bon. Bon, après, des fois, nos haters, quand même, savent mieux que nous. Souvent. Très souvent. Et nos auditeurs aussi. Donc, si jamais vous avez vu passer quelque chose, n'hésitez pas, mais mettez la source. San Antonio a réalisé la surprise. C'est la surprise de la nuit, ça. OKC, 110-104, sans Victor Wembanyama, sans Devin Vassell. Belle victoire du coup des Spurs. 22 points de Keldon Johnson, 20 points d'Harrison Barnes, 14 points, 11 passes de Chris Paul. Et ouais, le Thunder qui a été assez nettement mené, qui a tenté un comeback un peu tardif, mais trop tardif du coup, et qui n'a pas marqué dans la dernière minute, avec notamment un bloc d'ailleurs de Stephen Castle. Très beau contre de Castle. Ouais. Très très beau contre. Celle-là, je m'y attendais pas des masses. Je crois qu'hier dans la late session, on a dit ah cool, il y a une affiche sympa San Antonio OKC. Ah, il y a pas Holmgren. Ah, il y a pas Victor, il y a pas Devin Vassell. Bah, on regardera pas. Et en fait, les Spurs sont bien débrouillés. Keldon Johnson, qui est après son début de carrière, il était quand même prometteur. Il était appelé avec Team USA. C'était un joueur à potentiel. Il a un peu rétrogradé au fil des ans. Jusqu'à être même un type dont on pouvait se dire, bah, s'ils ont un trade à faire, ça peut être lui. Il a encore une petite valeur.
Et là, le revoir sur un match comme ça, le voir briller, c'est une bonne chose avec Barnes et Chris Paul qui a sorti un petit double-double. Belle victoire des Spurs, assez inattendue, je dois dire. Ouais, c'est à voir. Est-ce que le Thunder s'est relâché? Euh, j'ai pas vu le match. Faudrait qu'on regarde un peu, qu'on sache ce qui se passe dans l'inside du vestiaire. Après, de toute façon, on le sait, la saison régulière, il y a des moments où il y a des matchs, tu viens avec un autre état d'esprit, où tu lâches quelques matchs parce que c'est long et il y a un enchaînement de matchs. De toute façon, OKC reste deuxième de la conférence Ouest. Absolument. Et le dernier match de la nuit, c'est la victoire de Brooklyn contre Charlotte, match serré, victoire 116-115, 34 points de Cameron Johnson, 14 points, 12 passes de Dennis Schroeder, et nouvelle victoire des Nets, c'est déjà la 6e pour Brooklyn cette saison. Absolument. Et du côté de Charlotte, très bon passage de Tidjane Salin, qui a joué que 15 minutes, mais qui a fait, je dis pas de bêtises, 11 points, 8 rebonds. Il a le meilleur plus-minus de l'équipe, 2 contre aussi. Il a plus 17 dans mon souvenir, et il fait une très bonne entrée. Mais les Nets, ouais, toujours cette équipe sympa à suivre qui arrive à faire des matchs serrés. Ouais, Cameron Johnson, il a fait plusieurs très bons matchs cette année. Lui aussi, on se demandait si c'était pas un peu une escroquerie après son arrivée. Je l'ai vu faire pour jouer dans une bonne équipe, lui. Ouais, mais je l'ai vu faire plusieurs bons matchs quand même avec Brooklyn, tu vois, des matchs offensifs en tout cas où il était très bon. Et il n'y avait pas Cam Thomas cette nuit, mais Johnson a pris la relève au scoring avec Schroeder, et Schroeder en double-double aussi. Lui aussi, il n'est pas fait théoriquement pour jouer dans une équipe comme ça, et il y a plein d'équipes qui sont à l'affût à mon avis parce qu'il fait lui aussi un bon début de saison. Yes. On a fait le tour sur les matchs. On va quand même aborder un point dont on a déjà parlé un peu dans la late session d'hier. C'est la réunion, le meeting entre joueurs avec Nick Nurse aussi, les Sixers qui ont fait une espèce de réunion de crise. Réunion au cours de laquelle plusieurs choses ont été dites. On n'a pas évidemment la teneur de tous les éléments, mais il y a notamment Tyrese Maxey quand même qui a reproché à Joel Embiid d'être tout le temps en retard, mais il lui a pas juste dit t'es tout le temps en retard. Il lui a dit ça commence, il y a des choses qui commencent avec ton attitude, avec tes habitudes. Donc il l'a mis face à ses responsabilités. Il a dit ça impacte t'es en retard tout le temps pour tous les événements et ça impacte le reste de l'équipe. Embiid a été ouvert d'ailleurs aux critiques. Mais voilà, il y a aussi les joueurs ont demandé à être coachés un peu plus durement. Nick Nurse a répondu qu'il n'y avait pas de souci, mais que ce qu'il demandait, c'est que les joueurs fassent un peu plus attention aux détails. Joel Embiid a aussi noté le fait qu'il ne comprenait pas toujours ce qui était exécuté sur le terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sein du vestiaire. Ouais, on peut l'interpréter de différentes manières. On se demandait dans la late hier déjà comment l'information elle sort, comment on connaît la teneur d'une réunion où il y a normalement que les joueurs. Donc c'est toujours pareil, ça peut être. Tu vois, il y avait le staff au début, moi j'avais vu Players Only, mais il y avait peut-être le staff. Enfin, en tout cas, ils ont eu une réunion aussi avec le staff, parce qu'il y a eu des discussions avec Nick Nurse aussi. Mais peut-être que ça a été 2 meetings différents. Ouais, parce qu'il précise bien, t'as un move de Maxi qui montre un peu de leadership, tout en disant qu'ils s'entendent très très bien avec Embiid, ils se mettent face à leurs responsabilités souvent déjà, ils ont déjà plein de discussions et que Embiid l'a pas mal pris. Mais ça ressemble quand même à une remise en question un peu du leadership d'Embiid, de la manière dont il se comportait. Alors ça peut être sur les retards de tout ce qui est lié à l'équipe, donc l'arrivée pour le départ lors des matchs à l'extérieur, à l'entraînement, au match, que sais-je, tout un tas de choses. Donc va falloir voir maintenant si c'est. Je suis toujours un peu sceptique en fait. Je l'ai dit hier, mais les réunions entre joueurs, surtout pour se reprocher des trucs genre t'es à la bourre. Normalement, pour moi, ils se côtoient tout le temps, ils se voient tout le temps, ils sont dans des groupes WhatsApp ensemble. Certes, là, il y a toute l'équipe réunie en même temps, mais je veux dire, ils sont quand même souvent ensemble, donc je pense que ça pouvait être dit comme ça. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à un coup de com' pour réveiller tout le monde et qu'après, ils puissent se dire, voilà, on s'est vraiment dit les choses qui fâchent, on a crevé l'abcès. Ça marchera peut-être, et je leur souhaite, mais pour moi, ça ressemble plus à de la com', tu vois. Être tout le temps ensemble, tu vois, dans un groupe WhatsApp, peut-être que la discussion elle peut commencer sur WhatsApp, mais ça n'a pas la même portée que vraiment le moment où tu te poses et tu essayes de parler en tant qu'équipe, tu vois, même si c'est pour dire des trucs que tout le monde sait. Tu vois, peut-être que c'est un coup de com', mais je pense quand même que c'est pas parce que tu es au quotidien ensemble souvent que ça fait. Tu vois, Tyrese Maxey, ça n'a pas le même poids quand il dit à Joël. Je sais pas, ils sont en train de marcher dans l'aéroport pour aller d'un terminal à l'autre.
lui dire, hey mec, arrête d'être tout le temps en retard, tu vois. Ça a pas le même impact, ça a pas le même poids. Moi, j'y vois quand même du positif. Alors, on verra. Pareil, tu vois, je me dis, t'as raison, ça peut être un coup de com'. Par contre, ce que j'arrive à lire de positif là-dedans, c'est qu'il y a un mec, visiblement, et c'était Harris Maxi, qui est prêt à mettre le meilleur joueur de son équipe, même si c'est son pote, même si c'est la star, à le mettre face à ses responsabilités. Et ça montre qu'il y a un gars, selon moi, qui va parler quand les Sixers seront face à de l'adversité. Il y a un gars qui se laissera pas, en fait, manger, qui se dira pas juste ah je fais mes trucs dans mon coin, ou qui se dira pas juste ah je peux pas parler, ou qui sera pas timide, tu vois. Et c'est Tyrese Maxey. Et ça, pour moi, il l'avait déjà montré. Je me souviens de la fameuse, on l'oublie, les Sixers auraient dû aller en finale de conférence l'année où les Celtics vont en finale NBA. Non, l'année 2023, l'année où les Nuggets sont champions. Les Sixers, ils mènent contre les Celtics. 3-2, Game 6, se sont écroulés complets. Et quand ils s'écroulent complet, les Sixers, avec James Harden et Joel Embiid qui se cachent, et tous les joueurs qui regardent le sol comme ça, il y en a un seul qui continue à se battre, c'est Tyrese Maxey. Par contre, il n'avait pas encore le statut qu'il a aujourd'hui, et il ne pouvait pas réveiller, bouger le vestiaire de la même manière. Mais tu sens déjà dans le langage corporel qu'il est là. Et là maintenant, on est 2 ans plus tard, il a pris de la bouteille, il a pris du galon. On voit qu'il n'a pas peur de parler dans le vestiaire. Et tu vois, j'ai pas confiance en Paul George ou en Joel Embiid en tant que leader. Les meilleurs joueurs, oui, mais en tant que leader, non. Par contre, si Tyrese Maxey c'est le leader en étant le 3e meilleur joueur, là, cette équipe des Sixers, pour moi, il peut se passer quelque chose. Il y a un mec qui va être tout le temps derrière leur dos, qui va être tout le temps en train en mode non, les gars, vous pouvez pas vous contenter de ça, on y va. Et si ça les pousse, les Sixers, sur le papier, ils ont plus de talent que n'importe quelle équipe qui n'est pas nommée Boston à l'Est. Donc, tu vois, moi, je pense qu'il peut y avoir un truc positif. Je vais même te dire, peut-être que le meeting en soi, c'est pas ouf, tu vois. Mais si derrière t'enchaînes des victoires, tu vas te dire ah, on s'est mis dans une dynamique. Et leur prochain match, ils sont plutôt avantageux. Ils vont jouer les Grizzlies, qui est pas l'équipe la plus impressionnante de la ligue. Ils vont ensuite avoir un peu de repos, ils enchaînent pas de back-to-back. Ils vont jouer les Nets, ils seront à domicile. Donc il y aura Embiid, il peut jouer ces 2 matchs. Ça peut être des occasions de se relancer. Ensuite, il y a encore du repos, et derrière, je crois qu'ils reçoivent Houston, qui est un peu plus dur, certes. Non, ils reçoivent les Clippers, où tu auras un peu la volonté quand même de faire mal à Harden. Et c'est encore une fois à domicile. Et tout ça, c'est sans back-to-back. Et après, ils ont encore du repos pour jouer Houston. Ils ont vraiment des opportunités de lancer leur saison, de se mettre dans un mood, dans un dynamisme et de créer des habitudes. Alors, on verra. Je pense que les prochains matchs seront très importants. Mais j'arrive à avoir un peu d'optimisme pour les Sixers, honnêtement. C'est le moment, en tout cas. C'est le moment de se réveiller, parce que si là, tu sors de ce petit tunnel... Parce que t'as raison, hein, c'est des équipes plus abordables, Memphis, Brooklyn normalement. Mais c'est aussi, voilà, Brooklyn, on sait qu'ils lâchent pas les matchs, qui sont toujours très durs. Faut se méfier. C'est aussi des équipes comme ça qui peuvent te faire perdre des matchs ici et là. Donc bon, écoute, on en rediscute dans 4-5 matchs. On voit où ils en sont. On voit si ça a joué. S'il y en a pas un qui a pris la mouche, si Embiid n'est pas vexé, si Paul George n'est pas s'est pas senti offensé par ce qui a pu être dit. Si Maxey, déjà faut qu'il revienne aussi sur le terrain, Tyrese Maxey. Faut qu'on ait les 3 sur le terrain à un moment, pour vraiment pouvoir juger les Sixers. Mais on leur souhaiter que ça arrive rapidement, parce qu'il y a ça, il y a le leadership, le comportement, mais il y a aussi juste le fait d'être présent sur le terrain avec tes meilleurs joueurs. Ça peut aussi aider à gagner des matchs quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si après cette réunion il y a encore des défaites, là, ça commence à devenir vraiment chaud, par contre. Parce que là, vraiment, tu te plombes, et là, je pense qu'il y en a qui peuvent perdre déjà pied très vite. On va s'arrêter là-dessus, Shai. Yes. Il y aura encore plein de matchs ce soir, je crois. Il y en a pas mal, hein, il me semble. Mercredi soir, toujours, c'est une année. On est le combien? On est le 20. Je te dis ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. 8 matchs, dont un petit choc entre les Hawks. Enfin, un choc. Un duel entre les Warriors et les Hawks. Sympa. Avec notre gars Zachary Zaché, il y aura un Portland OKC, Cleveland New Orleans, je l'ai dit, Milwaukee Chicago. Bref, on débriefera tout ça demain. Et il y aura aussi de l'Euroleague. Je crois qu'il y a un match d'Euroleague ce soir aussi. Absolument. En parlant d'Euroleague, Spanoulis va devenir le coach de Monaco, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est vrai que ça fait Obradovic. J'ai cru comprendre que Obradovic était remercié. Ce qui se disait hier, avant que j'ai pas regardé depuis ce matin, mais la rumeur Spanoulis, un grand nom à la tête, un autre grand nom à la tête de l'AS Monaco, peut-être. Voilà. Yes, bah écoute, on ira checker ça, on vous donnera l'info demain. Yes. Allez, on s'arrête là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, Bonne journée, ciao.